Salut! Prost! Du musst erst früher kommen. Ja. Lara, you're highly concentrated. Ja, die Kapelle wird zu 12, aber... Voilà, c'est ça. Ah non, c'est là-bas, là-bas. Gehen wir wieder hoch. Ja. Und dann gehen wir wieder hoch, oder wie? Posso pure io. Ah, pero como que no estamos posando. Cosa che? Qué guay. Porque seguro que me está amenazando algo. ¿Qué tal? ¿Cómo hicieron el rally? ¿Ya? Ahí. A ver. ¿Qué pone? ¡Ah, qué guapo! Pero que se ve así, ¿no? Sí. ¿Ya? Ahí. A ver. ¿Qué pone? Erasmus. ¿Qué onda? A ver por dónde haber pasado, a lo mejor viene alguien con la flota en el pecho seguro. Litwa? Nein, wo ist das denn? Was toll. Ja.
Ich war noch nie in so einem Ding. What did she say? What did he say? Direkt daneben eigentlich. Did you take your phone? E fa il cameriere, l'assicuratore, il campione del mondo, la baby pensione, ferico di famiglia, l'eroe nazionale, il portiere, il rottamatore, perché lo fai? E fai il candidato, non fai il soldato, qualche volta fai il ladro o fai il derubato, e fai posizione, e fai dure curve, e fai il figlio d'arte, la che di moda, perché lo fai, perché non te ne vai, una vita in vacanza, una vecchia che va, niente nuovo che avanza, ma tutta la banda che suona e che canta, e il mondo è diverso, il che è bello, nessuno che rompe il filo. Nessuno che dice sei fuori, sei fuori, sei fuori, sei fuori, sei fuori, sei fuori. E fai l'estetista, e fai l'operato, e fai il tanto umano, il pubblico studio, fai il poco stellato, e fai l'influenza, e fai il cantautore, ma fai i soldi con poco. Caccio mercato, il tuo agricoltore, il tuo borissantone, il motivatore, il negoziatore, la risorsa umana, il fisico. Perché lo fai? Perché sei fuori, sei fuori, per collaborare per vivere, fare soldi per non pensare, parlare sempre e non ascoltare, ridere per fare male, fare pace per bombardare, partire per poi ritornare. Una vita è morta, una vecchia che parla, niente nuovo che avanza, ma tutta la banda che suona e che canta, per un mondo diverso, divertente e diverso, nessuno che rompe con i coglioni. Nessuno che dice sei fuori, sei fuori, sei fuori.
auch in der coolen Gang. Eigentlich waren so viele Cops, oder? Das schneidet das nicht weg. Da waren so viele Szenen, die, Ja, die nicht was die Lara so gemacht hat. Ich habe auch so ein Kind gemacht. Da wissen die Leute nicht tanzen können. Ja. Da ist keiner, ob die tanzen kann. Lol. Auch jetzt Close-Ups. Hurra! Ja, warum auch so nicht mit drin, ne? Was denn? Das kann Nein. Ja, ich bin dazu fähig. Ich bin dazu fähig. Besonders. Nächstes mache ich das rote Pferd. Ah, das Lied, das wurde Ich fast. sage, jetzt kommt deutsche Kultur. C'était loin d'être gagné, de faire un lycée entre luxembourgeois et allemand. Vous êtes très jeune, mais cela me fait la transition avec l'Europe. Vous savez que le Luxembourg a été envahi pendant la Deuxième Guerre mondiale par les nazis. Et mes parents, par exemple, qui étaient jeunes pendant la guerre mondiale, ils détestaient les Allemands. Mon père refusait de mettre les pieds en Allemagne. Et donc, moi, j'ai grandi un peu avec cette idée que l'hostilité entre les Luxembourgeois et les Allemands, c'était quelque chose qui était dans nos gènes. Et donc, quand on a fait le projet de faire un lycée commun entre les Allemands et les Luxembourgeois, pour moi, c'était aussi un peu une réconciliation de génération. Qu'on pouvait faire des choses ensemble avec des Allemands.
Pour vous, ça vous semble peut-être complètement naturel, j'espère, parce que quand je vois l'animosité qui règne, par exemple, qu'est-ce que je prends, entre mes collègues estoniens, lituaniens, des pays baltes, ils détestent les Russes. Ils continuent à les détester. Ils ne peuvent pas s'imaginer de faire quelque chose ensemble. Et donc nous avons réussi ce défi. Et c'est un peu le symbole de l'Europe. Puisque après la Deuxième Guerre mondiale, la génération d'avant la mienne, donc c'est vos arrière-grands-parents, ils ont décidé de construire ensemble le projet européen pour qu'il n'y ait plus la guerre entre les différents États. Et c'est ce que nous avons réussi en Europe. Depuis 1945, il n'y a plus la guerre, du moins sur le territoire de l'Union européenne. Je pense qu'il ne faut jamais l'oublier parce que nous accueillons maintenant pas mal de réfugiés qui viennent de Syrie. Et quand on voit toute la douleur et tout le malheur de ces gens qui ont dû partir parce qu'il y a la guerre, je crois qu'il faut que nous nous rappelions que nous sommes très chanceux en Europe et que nous pouvons vivre en paix avec des voisins qui ont fait la guerre pendant des siècles. Pendant des siècles, il y a eu des guerres. Bon, l'Europe, ce n'est pas seulement un projet de paix, c'est aussi un projet pour que nous vivions dans la prospérité, pour que notre industrie fonctionne, pour que les gens aient de l'emploi, pour qu'on trouve de l'emploi dans nos pays. C'est un projet de bien-être pour que les gens soient protégés, qu'ils aient une assurance maladie, une assurance pension, que nous, notre Parlement, a deux lieux de travail. C'est-à-dire que la plupart du temps, nous sommes à Bruxelles. À Bruxelles, il y a une grande infrastructure. Chaque député a ses bureaux. Il y a plus de 6 000 fonctionnaires qui travaillent pour le Parlement européen. Et puis, chaque député a des assistants qui l'aident à faire son travail. Moi, j'en ai 2. Donc, c'est normal. Si vous avez des questions, vous allez me les poser. Et donc, notre travail, c'est de donner des avis et de faire des lois. Mais il y a quelque chose de spécial dans l'Union européenne, par opposition à un pays qui faut la France, l'Allemagne, le Luxembourg, c'est-à-dire que le Parlement n'a pas le droit de proposer une loi. Nous attendons que la Commission fasse des propositions de loi et ensuite ces propositions vont au Parlement européen. Et de l'autre côté, ils vont chez les ministres. Alors les ministres peuvent changer cette proposition, le Parlement peut changer la proposition, et après, les ministres et le Parlement doivent se mettre d'accord. Donc notre travail, c'est de faire des lois, mais nous n'avons pas le droit de proposer nous-mêmes. Nous attendons des propositions qui viennent, et ensuite on peut les changer, les trouver bien, les trouver pas bien, modifier. Ça, c'est le travail que nous faisons. Et donc, vous devez vous imaginer que nous venons de 28 pays différents. Il y a 7 groupes politiques au Parlement européen. Et donc, pour nous mettre d'accord entre les nationalités et les groupes politiques, ça prend du temps. Mais nous ne sommes pas, au Parlement européen, nous ne sommes pas organisés par pays. Nous sommes organisés par groupe politique. Donc, le groupe politique le plus important, ce sont ce que nous appelons le PPE, le Parti populaire européen. Pour le Luxembourg, c'est le CSV. Pour l'Allemagne, c'est le CDU-CSU. Vous venez de quel pays? La Belgique. Donc, la Belgique, je ne sais jamais comment s'appelle le parti des critères sociaux. DDH. L'Italie, c'est le parti de M. Berlusconi. En Italie. Ah là, je ne sais pas, je pense. Monsieur Radev. Oui, alors c'est le parti du président. Parce que M. Radev est mon collègue. Il est dans la même commission que moi et nous travaillons souvent ensemble. Donc, il est adorable. Donc ça, c'est le premier parti. Ensuite, le deuxième parti, ce sont les socialistes. Moi, je fais partie du groupe socialiste. Ensuite, il y a un parti de droite conservateur
le parti de Madame May. Il y a beaucoup de Britanniques dans ce groupe, parce que les Britanniques se sont séparés des PPE, ils ont fait un groupe à part. Mais il faut savoir que pour faire un groupe politique au Parlement européen, il faut 25 députés et ils doivent venir de 7 pays différents. Donc on ne peut pas faire un groupe politique avec les députés d'un seul pays. Il faut toujours qu'il y ait au moins des membres de 7 États différents. Bon, ensuite, il y a les libéraux, il y a les verts, il y a ce qu'on appelle la gauche, donc c'est le parti de Tsipras en Grèce, Die Linke en Allemagne, et puis nous avons 2 partis d'extrême droite, 2 groupes d'extrême droite, 2. Hein? Donc il y a, ça c'est dans le Parlement qui a été élu en 2014, c'est la première fois qu'il y a 2 groupes d'extrême droite qui sont représentés au Parlement. Et en plus, il y a des députés qui ne font partie d'aucun groupe parce qu'aucun ne leur convient. Alors ce sont les non-inscrits. Mais l'avantage d'être un groupe politique, c'est qu'on reçoit plus d'argent pour les frais de secrétariat et, ce qui est important, on reçoit plus de temps de parole. Parce que vous imaginez, donc nous sommes à Bruxelles pendant la plupart du temps et une fois par mois, tout le monde déménage à Strasbourg. Une fois par mois pour une semaine. Parce que les plénières, vous avez vu le bâtiment de Strasbourg, donc toutes les plénières sont à Strasbourg. Les votes importants se passent à Strasbourg et pendant les autres semaines à Bruxelles, nous travaillons en commission. Hein, parce qu'il faut préparer les plénières. On ne va pas juste en plénière et puis en vote, il faut préparer, discuter, trouver des accords. Et ça se passe pendant les semaines à Bruxelles. Pourquoi est-ce que je suis passée maintenant? En plénière, vous imaginez 751 députés. Tout le monde ne peut pas parler. Et surtout, on ne peut pas parler aussi longtemps que l'on ne peut. Donc le temps de parole en plénière est distribué en fonction de la taille des groupes politiques. Plus le groupe est important, plus il a de minutes pour parler. Et ensuite, le groupe partage le temps qu'il reçoit entre les gens qui veulent parler. Donc normalement, vous avez droit à 2 minutes. Un député, un discours en plénière, sauf les chefs de groupe qui ont au maximum 10 minutes. Non, mais ça, c'est le grand maximum. Normalement, vous avez 2-3 minutes pour participer à la discussion. Et encore, les plénières durent de 9h du matin jusqu'à 2h, avec 1 heure d'interruption, ensuite de 3h jusqu'à la nuit 11h. Donc, et alors, quand vous voyez les vidéos, parce que le Parlement européen est très transparent, toutes les séances sont filmées et on peut les regarder. Les commissions aussi bien que les plénières. Et parfois, vous avez des images de la plénière où il y a très peu de députés qui sont présents. Mais bon, honnêtement, on ne peut pas rester de 9h à 2h, de 3h à 11h assis en plénière. Parfois, vous voyez des gens qui s'endorment, mais il faut les excuser. Hein, parce que c'est pas qu'ils ont la fête, ils ont fait la fête parfois, c'est la fête. Mais en général, si vous imaginez, vous avez classe du matin à 9 jusqu'à 11, vous n'écoutez plus. C'est pas possible. Même si c'est interdit. Et donc, en plus, tout est traduit en 22 langues. Dans toutes les réunions, il y a les cabines d'interprètes. Et heureusement que nous avons les interprètes, parce que comme ça, les interprètes ont des heures de travail fixes. Donc, vous devez dire, nous commençons la réunion à 9h et nous arrêtons à 2h30. Alors, on ne peut pas continuer jusqu'à 3h parce que les interprètes ont leur temps de travail réglementaire et ils ne peuvent pas travailler. D'ailleurs, c'est un métier très dur d'être interprète, parce que, en plus, donc, nous parlons 22 langues différentes et une personne, aucun interprète ne connaît 22 langues. Donc, parfois, je ne sais pas, vous imaginez, il y a un Polonais qui parle et ça doit être traduit en portugais. Alors souvent, donc le Polonais normal, enfin celui qui l'interprète attend la traduction allemande en anglais et ensuite, à partir de l'anglais, il traduit au portugais.
Alors vous imaginez, vous avez déjà fait la chaîne, quand chacun dit quelque chose à quelqu'un dans l'oreille, ce qui arrive à la fin. Ce n'est plus forcément le même message que celui qui est parti. Hein, donc vous imaginez que parfois les interprétations sont aussi très dures à comprendre, s'il y a beaucoup d'intermédiaires. Bon, ça c'est quand même un métier passionnant, je pense. Si quelqu'un a envie de devenir interprète, ça vaut le coup. Donc, voilà comment nous fonctionnons au Parlement européen. Je ne sais pas si vous avez des questions sur le fonctionnement du Parlement. Et par ailleurs, nous essayons de faire de la politique. Mais les dossiers que nous recevons, il faut dire que c'est... Donc, d'abord, notre principal travail devrait être de faire des lois qui s'appellent directives et règlements dans le jargon européen, parce que les lois, c'est les lois nationales. Quand nous faisons une directive, ça veut dire que nous disons à chaque État, les États membres ont décidé ensemble que chacun doit faire une loi chez lui pour transposer ces règles. Et le règlement, c'est d'application directe, c'est-à-dire nous faisons un règlement européen et alors ça s'applique dans toute l'Union européenne. Donc on ne fait pas des lois sur tout, parce que le Parlement, dans l'Union européenne, n'a pas la compétence sur tout. Par exemple, l'éducation, c'est la compétence nationale. Il n'y a aucune loi sur l'éducation au niveau de l'Union européenne. Ce que l'Union européenne fait en matière d'éducation, c'est que les ministres se voient, ils essaient de définir ensemble quelles sont les compétences dont les jeunes ont besoin. Et puis, il y a le programme Erasmus, qui est vraiment je crois que c'est le programme le plus populaire de toute l'Union. Tout le monde connaît Erasmus. Et ceux qui en profitent ont bien de la chance. Et l'objectif, là, on a des débats sur le budget de l'Union européenne. Notre objectif serait que chaque Européen puisse en profiter. Pour le moment, il n'y a pas suffisamment d'argent pour que chacun puisse, une fois dans sa vie, faire un programme Erasmus. Mais c'est l'objectif qu'il faudrait atteindre. Mais bien sûr, pour financer ces programmes, il faut de l'argent. Et il n'y a pas assez d'argent. Ça, c'est pour le moment, le Parlement européen et les ministres, nous sommes en train de discuter pour les budgets, parce qu'on fait un programme pluriannuel sur 7 années. Combien d'argent est-ce qu'il faut dans les 7 années qui viennent pour financer tout ce que nous voulons comme objectif politique? Et là, bien sûr, d'où vient l'argent européen? Il vient des États membres. Chaque pays contribue au budget de l'Union. Et les pays ne veulent pas donner plus d'argent. Et si on veut faire plus de programmes, il faut plus d'argent. Donc on ne peut pas à la fois dire nous voulons faire plus de programmes et ne pas donner l'argent pour les financer. Et ça, c'est maintenant la dispute entre... Parce qu'il n'y a pas que Erasmus qu'il faut financer. Il y a, vous savez que l'Union européenne finance beaucoup en matière d'agriculture. La politique agricole commune, il y a beaucoup d'argent qui va aux agriculteurs. Il y a les fonds de cohésion. C'est de l'argent qui est donné aux pays qui sont moins développés dans l'Union européenne. Donc ils doivent présenter des projets pour construire des routes, des infrastructures dont ils ont besoin, parce que nous voulons que le niveau de vie dans les pays qui sont moins développés que l'Allemagne, le Luxembourg et la France, que le niveau de vie augmente, et donc il faut des infrastructures. Et souvent, ils n'ont pas les moyens pour les financer. Donc, s'ils présentent des projets, ils peuvent être cofinancés par l'Union européenne. Ensuite, il y a la discussion sur la sécurité, qu'il faut contrôler mieux les frontières. Mais si on veut mieux contrôler les frontières, il faut des personnes qu'il faut payer. Et nous sommes un peu... Là, je parle pour les gens qui habitent au Luxembourg, en Allemagne, en France. La France moins, mais les pays de l'intérieur qui n'ont pas de frontières extérieures. C'est quoi une frontière extérieure? Ça veut dire quoi? Parce que nous avons une frontière, quand on vient de Luxembourg, on passe la frontière entre le Luxembourg et l'Allemagne, mais il n'y a pas de formalité. On passe le pont et on y est. Mais les frontières de l'Union européenne, c'est quoi? C'est avec les pays qui ne font pas partie de l'Union européenne. Donc, les pays qui ont une frontière avec un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne. Alors, les pays qui sont aux frontières de l'Union européenne, vous avez la carte ici,
Ce ne sont pas les pays les plus riches de l'Union européenne. Hein. La Grèce, la Bulgarie, la Turquie, oui. Et avec la Serbie, ce sont des frontières extérieures. Est-ce que le Luxembourg a une frontière extérieure? Si, l'aéroport. C'est le seul. Hein. La seule frontière extérieure, parce que c'est le seul endroit où peuvent atterrir des gens qui viennent d'un pays qui ne fait pas partie de l'Union européenne. Donc là, il faut contrôler, parce que normalement, comme nous sommes dans l'espace Schengen, hein, donc nous n'avons pas besoin de montrer les passeports, mais à l'aéroport, il y a des gens qui arrivent de Turquie, qui arrivent de Grande-Bretagne, parce que la Grande-Bretagne ne fait pas partie de l'espace Schengen, donc eux sont contrôlés avec leur passeport. Et donc, nous disons, il faut protéger nos frontières extérieures, mais nous n'avons pas besoin d'envoyer des douaniers et des policiers, sauf à l'aéroport de Luxembourg. Non, mais les Grecs, les Bulgares, ils ont besoin de protéger une frontière, et ça coûte de l'argent. 2 frontières, je ne sais pas combien de kilomètres de frontières. Et donc, alors on dit, il faut plus de solidarité, il faut que l'Union européenne contribue, envoie des personnes, contribue à financer les frais du contrôle des frontières. Mais s'il n'y a pas d'argent, c'est toujours la même chose. Là, je vais m'arrêter. Je pense que vous avez préparé des questions et peut-être ma présentation vous a inspiré. Donc je dis, il faut... Le Parlement européen, c'est génial parce que vous pouvez travailler avec des gens d'autres pays et vous avez un objectif commun. Donc, et vous voyez bien aussi les différences culturelles. On ne veut pas qu'il n'y ait plus de différences. C'est bien que les gens aient des points de vue différents, mais il faut quand même qu'on se mette ensemble et qu'on trouve un consensus pour faire avancer l'Union européenne. Voilà, alors, les questions. Qui va commencer? Antoine. Antoine. Vous avez déjà Tu veux un micro? J'ai déjà répondu. Pourquoi Francis, toi, Chrétier Alors, Donc, mon métier, c'est d'abord de faire mon travail de parlementaire à Bruxelles, à Strasbourg, mais aussi de faire des événements comme ceci, de faire connaître l'Europe et de faire des réunions normalement dans le pays dans lequel on est élu. Et puis les députés européens sont sourds. Si je vous décris une journée, c'est qu'il y a beaucoup de conférences à Bruxelles. Hein, parce que Bruxelles, c'est vraiment autour de la Commission et du Parlement. Il y a toutes les firmes, tout le monde est installé, les grands, Google, Apple, tout le monde est là. Et donc, ils organisent un tas de conférences sur toutes sortes de sujets. Et donc, on est souvent invité comme député de participer à des discussions pour écouter l'avis des uns et des autres. Par exemple, moi j'ai beaucoup travaillé sur les robots, sur la robotique. Et là, se pose des questions de qui est responsable d'un robot et puis la protection des données. Et donc, il y a un tas de tables rondes où on est invité qui sont plus ou moins ennuyeuses ou intéressantes, ça dépend. Et puis, et je dis toujours que si on habite le Luxembourg, et quand le lieu de travail c'est Bruxelles et Strasbourg, ça va, ça fait 2 heures de déplacement. Mais mes collègues, je sais pas, j'ai un collègue qui se plaint régulièrement parce qu'il habite une île espagnole, ce qui est très joli. Hein, je crois que c'est très agréable. Et donc, s'il veut rentrer chez lui, d'abord à Madrid, et ensuite sur son île, et le retour, la même chose. Donc ça, ou alors le nord de la Finlande, hein, où il faut, après l'aéroport, encore faire 3-4 heures en bus pour arriver à la maison. Donc il y a des gens qui sont très fatigués par les déplacements. Ça, c'est peut-être l'aspect le plus fatigant du métier. Voilà. Vous avez dit tout à l'heure que chaque pays, chaque État membre contribuait financièrement à la Commission européenne. Et comment est-ce que le pourcentage du financement est distribué entre chaque pays? Donc, ça c'est la grande dispute. Donc, en principe, non, pas en principe.
Mais chaque État membre paye 1% de son GDP, comment ça va, produit intérieur brut. Donc les pays les plus riches, bien sûr, payent 1% d'un montant plus élevé que les pays moins riches. Mais non, chacun paye 1%. Mais le montant est, bien sûr, c'est pour ça que les Allemands disent nous finançons l'Union européenne, mais bon, ils payent toujours seulement 1% de leur produit intérieur brut. Tout comme les Bulgares, les Italiens, les Portugais. Mais comme leur produit intérieur brut est très élevé, bien sûr, ils payent plus. Et ensuite, l'argent est de nouveau redistribué vers les pays. Puisque pour ces projets, pour la politique agricole, pour Erasmus, pour les projets d'infrastructure, les pays soumettent des projets et ils reçoivent de l'argent. Et donc, dans l'Union européenne, il y a des pays qui reçoivent plus que ce qu'ils donnent. Ce que je trouve juste. Et c'est pour ça, c'est cet effort de solidarité. Maintenant, nous nous battons pour que chaque pays paye 1,1% de son produit intérieur brut. Mais on n'y est pas encore. Les États membres ne sont pas enchantés de cette hypothèse. Juste pour vous donner une comparaison, la Suisse, qui est un État fédéral, mais qui a des gouvernements, un français, un allemand, un italien, etc., là, chaque région paye 20% de son PIB pour le budget commun. Et aux États-Unis, c'est encore plus. Parce que là aussi, vous avez des États, la Californie, l'État de 43, non 43 États, ou 50, je ne sais pas quoi. Mais là, ils payent plus de 20% dans le budget communautaire, alors que chez nous, c'est seulement 1% du produit intérieur. Donc c'est ça notre souci. Alors on ne peut pas demander à l'Union de tout financer si on ne lui donne pas les moyens financiers pour le faire. Okay. Comment êtes-vous devenu député européen? Par hasard. Non. Donc le système, il y a des élections. Tous les 5 ans, il y a les élections pour le Parlement européen depuis 20 ans. Parce qu'avant, il n'y avait pas d'élection directe. Maintenant, les députés européens sont élus directement, mais chacun dans son pays. Et donc, ça dépend du système du pays. Mais normalement, ce sont les partis politiques qui font des listes. Et ensuite, il y a le vote. Et celui qui est le premier, enfin, si vous avez un député, le nombre de voix donne le nombre de députés. Le Luxembourg a droit à 6 députés européens. Et donc, il y a une seule députée socialiste luxembourgeoise, donc c'est moi. Mais nous avions une liste de 6 candidats. Et les autres partis aussi avaient des listes de 6 candidats. Et donc, le premier, chez nous, c'était le premier qui est allé. Les chrétiens sociaux avaient eu 3 députés européens, les Verts ont eu 1 député européen et les libéraux ont eu un député européen. Mais le pays qui a le plus de députés européens, c'est bien sûr l'Allemagne. Ils en ont 84, je crois. 80 ? Ah ben, vous connaissez. Alors je ne vais pas insister parce que moi je suis très mauvaise pour retenir les chiffres. Mais bon, alors l'autre question, c'est comment est-ce qu'on s'engage en politique ? Pour être candidat sur une liste, il faut bien sûr être désigné par son parti. Et donc, il faut s'engager dans la vie du parti politique pour être mis sur la liste. Et ensuite, il faut se faire élire, ce qui est parfois fatigant. Mais bon, moi, je suis en politique depuis 1989. Je suis élue. Donc ça fait 30 ans. Ouais. Et mais je vais vous dire quand même, je ne le regrette pas. J'ai pris cet engagement quand j'étais jeune et je trouve que ça vaut la peine de s'engager pour essayer d'améliorer la vie. On n'est pas toujours chanceux, on ne réussit pas toujours. En politique, il faut aussi pouvoir vivre avec les échecs.
Hein, mais je pense que c'est la peine de se battre pour le bien de tous et pas vivre égoïstement chacun dans son coin. Alors, la prochaine. Selon vous, quel problème pose le Brexit? Oh là là. Bah, le Brexit pose tous les problèmes. Hein? Et on le voit bien, depuis que les Britanniques ont décidé qu'ils veulent quitter l'Union européenne, les négociations sont en cours et on ne sait pas toujours. Alors, le 31 mars 2019, en principe, la Grande-Bretagne a quitté l'Union européenne. Pas en principe, mais d'après les règles. Puisque 2 ans après, donc le traité prévoit que si un pays veut quitter l'Union européenne, il écrit une lettre en disant nous voulons quitter. Et ensuite, il y a une période de 2 ans pour négocier les relations entre l'Union européenne et l'État membre qui sort de l'Union européenne. Et après, c'est fini. Et donc, maintenant, on arrive bientôt, enfin dans quelques mois, on sera à la fin de ces 2 années de négociation. Et honnêtement, pour le moment, personne ne sait encore comment sera organisée les relations entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Bon. Parce qu'à partir de l'année prochaine, donc, la Grande-Bretagne sera considérée comme un pays tiers, comme la Serbie ou le Monténégro ou la Turquie. Et donc, il faut que de nouvelles relations soient installées entre l'Angleterre et nous, et l'Union européenne. Alors, à mon avis, la question la plus difficile, c'est la question de l'Irlande. Je ne sais pas si vous voyez l'Irlande. Vous avez l'Irlande du Nord qui fait partie de United Kingdom et l'Irlande du Sud qui est indépendante. Et donc, si on ne trouve pas une solution pour l'Irlande, ce pays, il y aura une frontière extérieure qui va passer entre le nord et le sud de l'Irlande. Je ne sais pas si vous connaissez, mais les Irlandais ont eu des guerres civiles depuis un siècle. Il y a eu beaucoup de terrorisme, beaucoup de morts, et ils ont fait difficilement la paix. Et parce qu'ils sont dans l'Union européenne, même si le nord appartient à la Grande-Bretagne et le sud est indépendant, ils n'avaient quand même pas de frontières. On pouvait passer facilement d'un côté à l'autre. Et si maintenant on fait une frontière au milieu de l'Irlande, ça va devenir un problème terrible et non gérable. Donc, à mes yeux, ça c'est le plus grand problème, et je dois dire que mes collègues irlandais, ils sont très inquiets. Donc, d'abord pour l'économie, mais surtout pour les personnes. Ils ont peur que le terrorisme reprenne en Irlande, et que les conflits, les bagarres, les luttes entre le Nord et le Sud recommencent. Le deuxième problème, je pense, qu'on sent le plus, c'est celui des personnes. Est-ce que tous les Britanniques qui sont maintenant en Europe, en Union européenne, est-ce qu'ils auront besoin de permis de séjour de nouveau, de visa? Et les Européens qui vivent en Grande-Bretagne, est-ce qu'ils auront besoin de visa de nouveau? Comment est-ce que cette question sera réglée? Et je vous épargne toutes les questions économiques parce que, et surtout, Londres est la plus grande place financière et beaucoup d'affaires se font à Londres pour l'Union européenne. Si Londres ne fait plus partie de l'Union européenne, comment est-ce qu'on va organiser les relations financières? Et ça, c'est très technique et c'est très compliqué. Et maintenant, bon, ça, je vous épargne. Mais je dirais pour les gens, le plus difficile, c'est de voir comment se feront les arrangements pour les personnes. Alors souvent, on me demande, est-ce qu'on pourra encore aller étudier en Grande-Bretagne? J'espère que oui. Mais tout ça doit être réglé dans de nouveaux textes. Et c'est pour ça qu'on est un peu impatient, parce qu'on ne voit pas venir les nouveaux textes. Hein, ce seront des lois, des traités, c'est des choses qui doivent être approuvées par le Parlement britannique, mais aussi par le Parlement européen. Et si nous ne recevons pas de propositions, nous ne pouvons pas voter. Et ce Parlement européen va s'arrêter en avril.
parce qu'il y aura les élections en mai, et donc on est un peu impatient et on aimerait bien voir des textes, des propositions de comment seront organisées les relations entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Maintenant, dans les discussions, on prévoit qu'il y aurait une période de transition de 2 ans. Donc, on va décider, voilà, c'est à l'avenir, ce sera organisé de telle et telle manière, et alors les parlements nationaux et européens auraient le temps, pendant 2 ans encore, d'arranger ça pour qu'on puisse faire les détails. Et je ne peux pas vous répondre, par exemple, la question c'est comment seront organisées les études universitaires. On espère qu'il y aura une étroite collaboration entre les universités de l'Union européenne et de la Grande-Bretagne, parce que pour le moment, ça fonctionne très bien. Parce que les universités sont dans des réseaux, ils collaborent tous, on ne peut pas s'imaginer d'être sans les Britanniques. Et vous savez qu'il y a une question très bizarre qui se pose au Parlement européen. Donc, au Parlement européen et dans l'Union européenne, on a des langues officielles. Donc, chaque pays dit, ma langue dans laquelle je veux qu'il y ait une traduction, c'est l'italien, le portugais, le bulgare, etc. Et les Britanniques, bien sûr, ont demandé l'anglais. Pour eux, c'est la langue officielle. Mais si la Grande-Bretagne ne fait plus partie de l'Union européenne, l'anglais n'est plus la langue officielle d'aucun autre pays, alors que tout le monde parle anglais. Donc ça c'est... Parce que les Irlandais n'ont pas demandé l'anglais, parce que l'anglais était déjà là. Et eux, ils ont demandé le gaélique. Et les Maltais, qui parlent aussi anglais, ils ont demandé le maltais. Et donc, sans Grande-Bretagne, aucun pays n'a demandé comme langue officielle l'anglais. Ça, c'est très marrant. Mais bon, on ne peut pas s'imaginer le Parlement qui fonctionne sans anglais parce que la langue, donc nous, pour les réunions officielles, nous avons une interprétation, mais quand vous vous rencontrez dans le couloir, vous allez prendre un café. Si vous ne parlez pas la langue de votre collègue, nous parlons anglais. Nous parlons un anglais horrible, mais c'est la langue de communication. On massacre l'anglais. Je ne sais pas si on peut l'appeler encore anglais, mais bon, c'est quand même...